Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy S7, un mobile qui a été lancé en mars 2016. On est en avril 2017 lorsque je fais cette vidéo. Je sais que je suis extrêmement en retard. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me l'indiquer et très nombreux à me réclamer la publication de ce test. C'est enfin l'occasion justement de répondre à cette demande, à ces demandes répétées, sachant que un an après son lancement, eh bien, ce Samsung Galaxy S7 devient, à mon sens, encore plus intéressant parce qu'il est proposé à un prix encore plus attractif. Il faut savoir qu'il a été lancé au prix de 699 euros, le prix d'un ultra haut de gamme, et on arrive désormais à le retrouver à moins de 450 euros. D'ailleurs, si vous souhaitez faire la bonne affaire, vous le savez, il y a notre comparateur de prix, le lien est en description de la vidéo, en commentaire de la vidéo et en annotation de la vidéo. Autant d'endroits justement où vous pourrez cliquer pour retrouver ce fameux comparateur de prix et faire la bonne affaire. Le Samsung Galaxy S7. Donc encore plus intéressant parce que son prix a baissé, encore plus intéressant même si le Samsung Galaxy S8 a été officialisé et va être très très prochainement lancé. Au moment auquel je fais cette vidéo, on est en avril 2017, je le rappelle, et le Samsung Galaxy S8 va être lancé à la fin du mois d'avril. Alors on est en face d'un téléphone qui présente très bien. Ce S7 c'est un téléphone qui est très beau, de nombreux testeurs vous l'ont montré en long, en large, en diagonale. Je vais quand même prendre le temps de vous le montrer aussi à mon tour. Et puis je vais prendre le temps aussi de vous montrer les petites évolutions qui ont eu lieu parce que ce téléphone a été mis à jour en Android 7.0 Nougat avec la toute nouvelle surcouche Samsung, une surcouche qui s'appelle désormais Grace UX et qui s'appelle plus TouchWiz comme c'était le cas précédemment. Alors, si on fait le petit tour du propriétaire, on est sur un téléphone qui présente très bien, qui est décliné en plusieurs couleurs, je vous le dis très rapidement. Là, on est sur la version noire, la version, on va dire, la plus classique, la plus sobre et, à mon sens, la plus sympa. À une époque, j'étais très fan de la couleur blanche chez Samsung. C'est vrai que depuis quelques temps, notamment sur le S7, je préfère la couleur noire. Mais ça, c'est une question de subjectivité. En tout cas, le téléphone en lui-même présente très bien. Couleur noire, vous avez aussi donc du blanc, vous l'avez compris. Vous avez aussi la version dorée, très connue chez Samsung, et aussi la version grise et rose. Voilà, autant de déclinaisons couleurs qui vous plairont, vous prendrez celle qui vous convient le mieux. C'est un téléphone qui se prend très bien en main, malgré des dimensions qui sont conséquentes. Écran de 5,1 pouces oblige, mais il y a quand même une belle optimisation justement de l'encombrement et notamment de l'occupation de la face avant par l'écran. On est sur un téléphone qui fait 14,2 cm de long, qui fait 7,0 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui est dans la bonne norme, 152 grammes. Donc jusqu'à là, tout va bien, tout se passe bien. C'est un téléphone qui se prend bien en main, un téléphone qui est beau. Alors, on va faire le tour du propriétaire, on va regarder exactement ce qu'il y a comme composants, comme connectiques, etc. Petit détail supplémentaire, c'est un téléphone qui est étanche, résistant à la poussière, résistant à l'eau. Il est normé IP68, donc vous pouvez le plonger au fond d'une piscine et vous pouvez le récupérer sans craindre de dommages excessifs sur le téléphone, sans même craindre de dommages tout court, si ce n'est celui de la chute. Faites attention quand même, s'il tombe, ben là pour le coup il peut casser, hein. Ça c'est autre chose. Bon, le téléphone est doté d'une vitre avant, donc la dalle tactile qui est une vitre avant Corning Gorilla 4. Même chose pour la vitre arrière qui est également une Corning Gorilla 4. Donc les deux vitres sont des vitres traitées anti-rayures, anti-casse dans une certaine mesure. Alors, face avant, on retrouve notamment du capteur de luminosité de proximité au-dessus de l'écran, le marquage Samsung, l'écouteur, l'appareil photo frontal, en anglais caméra. En dessous du téléphone, on retrouve ici une touche multitâche sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je vous parlerai du multi-fenêtre, qui est désormais une option disponible sur ce téléphone. On retrouve également un bouton physique. Malheureusement, ce dernier disparaît sur le S8 au profit d'un écran encore plus grand, mais ici, on est bien donc sur le bouton physique qui fait office aussi de capteur d'empreinte digitale. Et on retrouve ici ce bouton retour. Vous l'aurez remarqué, les deux boutons sensitifs que je viens de vous montrer, à gauche et à droite du bouton d'accueil, sont des boutons rétroéclairés. Et ils sont bien sensitifs puisqu'ils sont en dessous de l'écran. Sur le côté gauche du téléphone, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Les deux sont bien séparés, donc ça vous permet de mieux les trouver encore. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici le slot, lequel peut être retiré avec un trombone qui est fourni. Bon, ce que j'appelle le trombone, c'est une petite épingle qui est fournie avec le téléphone dans la boîte. À l'intérieur, vous pourrez placer donc une carte SIM format nano, ainsi qu'une micro SD. C'est pas l'un ou l'autre, bien sûr, vous vous en doutez, c'est l'un et l'autre. Sachez que ce téléphone existe aussi en version double SIM, mais cette version double SIM n'est pas destinée au marché européen et donc nous en Europe malheureusement nous ne l'avons jamais eu. Vous avez également ici l'entrée micro secondaire, des chanfreins pour bien permettre de découper le cadre métallique et éviter justement des problèmes d'accroche réseau. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Sous le mobile, on retrouve encore des chanfreins bien pour permettre justement cette séparation du cadre métallique. Le jack 3.5, le connecteur micro USB,
micro USB classique, donc l'entrée micro primaire, et une petite grille ici qui est en fait le haut-parleur qui se trouve bien sur la tranche inférieure du mobile, ce qui est un bon point. Haut-parleur sur lequel bien sûr je reviendrai d'ici quelques instants à son tour. À l'arrière du mobile, on retrouve ici un capteur photo dorsal, lequel forme une très légère excroissance. Alors c'est moins dramatique que sur le S6, au contraire justement, et une petite excroissance avec un petit anneau autour de justement de ce capteur photo pour éviter qu'il ne prenne trop rapidement les rayures au niveau de sa vitre. Voilà, donc c'est un tout petit peu surélevé. On retrouve également ici un flash LED et le capteur cardiaque, parce que oui, il y a bien une option capteur cardiaque sur ce téléphone. Pour le coup, je ne m'attarderai pas au cours de cette vidéo, mais ça vous permet de connaître, vous l'avez compris, votre rythme cardiaque. Sympa quand vous faites du sport. Le marquage Samsung, et puis voilà, on a fait le tour du propriétaire. C'est un téléphone, je le rappelle, qui présente très bien, en tout cas les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Moi, je viens de vous donner mon sentiment, mais je pense que c'est communément admis, ce téléphone est très réussi en termes de look, de design, et en termes de finition, bien sûr, c'est irréprochable. Téléphone très rigide, en raison de sa construction métal et de sa double couche de verre. Et puis voilà, on a fait le tour du propriétaire, donc voilà, inutile de nous attarder dessus, il présente très bien. Au niveau de l'image et au niveau du son, alors on est sur du très bon. Au niveau de l'image, on est sur un téléphone qui est clairement l'une des références du marché, si ce n'est même la référence. On est sur un téléphone qui possède un écran qui est un écran Super AMOLED, technologie maison chez Samsung, une technologie qui permet d'avoir des contrastes très étudiés, des impressionnants niveaux donc de noir-lumière, même au niveau de la luminosité d'ailleurs justement, pour arriver tout de suite sur cette notion-là, on est sur un téléphone qui possède aussi une très bonne luminosité dans le sens où vous arrivez à près de 600 nits nits candela par mètre carré. Alors je mettrai probablement une petite incrustation en bas à droite de cette image, mais effectivement on a un niveau de luminosité qui est très élevé, ce qui fait que ce téléphone s'en sort aussi très bien lorsqu'il y a une forte luminosité dans votre environnement. Par exemple, vous êtes au soleil, gros soleil, et bien plus vous avez de nits, plus justement le téléphone va essayer de compenser la lumière solaire et de vous permettre d'avoir une bonne lisibilité. C'est le cas ici. Alors, détail qui n'en est pas un en plus, donc cet écran 5,1 pouces Super AMOLED, très belle qualité d'image, contraste impressionnant, luminosité très élevée si vous le souhaitez, c'est réglable. Il y a aussi un mode luminosité automatique, puisqu'il y a un capteur de luminosité sur ce téléphone. Et ce que je veux vous dire, c'est que, eh bien, on a ici un écran qui n'est pas doté d'une résolution qui aurait pu être juste Full HD, donc du simple 1080p. Non, on est sur une résolution qui est du Quad HD, donc c'est 2560 pixels par 1440 pixels, donc c'est du 2K. Donc densité de pixels très impressionnante, 577 pixels par pouce. Clairement, voir les pixels à l'œil nu, c'est impossible. Et même en zoomant à fond avec la caméra, voilà, on sent peut-être une petite vague à un moment donné, mais il faut vraiment aller très loin pour réussir à les distinguer ces pixels. Et à l'œil nu, comme je viens de vous le dire, c'est impossible. Donc la force de ce téléphone, l'une des forces, c'est aussi son très bel écran. L'une des autres forces, et vous l'avez compris il y a quelques instants, je viens de vous montrer une petite vidéo, mais donc ça vous a donné une idée du son. Le son de ce téléphone peut être très puissant. Alors je ne vais pas mettre du son à fond pour vous casser les oreilles parce que ça ne va pas être agréable. Je mettrai là aussi une incrustation en bas à droite de cette vidéo. Le son peut être très puissant. Collé justement à la sortie haut-parleur, j'arrive à plus de 110 décibels. Même j'arrive à accrocher les 120 décibels. Donc on est sur un téléphone qui a un haut-parleur qui balance très fort et qui malgré tout donne un son qui reste cristallin. Donc encore une fois de plus, il n'y a pas que l'image qui est belle, il y a aussi le son qui est bon. Et forcément en jack et à l'écouteur, bon, ce sont des composants qui sont hyper maîtrisés par tous les constructeurs. Alors, imaginez sur un ultra haut de gamme, on est sur du très bon, ça rend très bien. Donc effet cinéma garanti par ce téléphone. Alors bien sûr, quand vous regardez une vidéo, moi je vous conseille de mettre le jack 3.5, de mettre un écouteur et de profiter vraiment du son et d'être vraiment en immersif. Mais c'est un téléphone qui donne vraiment ce côté cinéma, c'est très agréable. Voilà, j'enfonce vraiment le clou, je le sais, je me répète, mais c'est un très bel écran qui est justement sur ce téléphone. Alors au niveau des performances, là aussi on est sur du très haut de gamme, on est sur de l'ultra haut de gamme, c'est pas pour rien que ce téléphone a été quand même une référence tout au long de l'année 2016 et qu'il le reste encore en 2017. On est sur un score en tout de 132 000 points. Alors oui, je sais que désormais en 2017, vous allez probablement me le mettre dans les commentaires, il y a des téléphones qui arrivent à accrocher les 150 000 points et plus, ne serait-ce d'ailleurs que la nouvelle version, à savoir le S8. Mais ce S7 est un téléphone qui est une bête de course. Avant de réussir à mettre ce téléphone sur les genoux, eh bien vous allez attendre
attendre pas mal de temps finalement, parce que c'est pas les applications et les jeux qui existent aujourd'hui qui peuvent le mettre sur les genoux. Même aujourd'hui, le plus gros jeu possible sur ce téléphone est incapable de le fatiguer. D'ailleurs, je mettrai encore une petite incrustation ici, mais c'est juste pour le style. Je mettrai du Asphalt 8 ou peut-être autre chose, probablement du Asphalt 8. Mais ce téléphone fonctionne parfaitement dans toutes les situations. Grosse application, gros jeu, multitâche et même multi-fenêtre, puisque désormais vous pouvez faire du multi-fenêtre avec ce téléphone. Je vous le montrerai d'ici quelques instants, si je n'oublie pas. Ouais, espérons que je n'oublie pas. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est une bête de course, le tout étant lié à des composants, forcément on s'en doute qu'ils sont des composants haut de gamme. On est ici sur le processeur maison qui est l'Exynos. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version Snapdragon, mais ici on est sur la version Exynos de ce téléphone, donc c'est un processeur maison, un processeur Samsung. Alors, Exynos, je me répète, qui est le 8890. Et la fréquence, eh bien, c'est précisément 8 cœurs qui sont cadencés pour 4 à 2,3 GHz et 4 autres à 1,6 GHz. Pourquoi avoir justement 8 cœurs qui ne sont pas cadencés à la même vitesse? Eh bien, tout simplement pour vous permettre de faire des économies d'énergie. Et oui, ce téléphone est moins énergivore du fait qu'il a un processeur qui s'appelle, entre guillemets, c'est la techno, mais c'est du Big Little. En gros, 4 gros cœurs qui vont être sollicités la quasi-totalité du temps et 4 autres qui vont venir suppléer justement à des besoins de performance supplémentaires. Voilà, donc on est sur du Big Little. Autre chose sur lequel on peut arriver sur ce téléphone, lorsque l'on parle de ses performances, la mémoire vive. 4 Go de mémoire vive. 4 Go de mémoire vive, c'est clairement un téléphone ultra haut de gamme. Alors oui, je sais que désormais, en 2017, il y a des téléphones qui vont même à 6 Go de mémoire vive. Mais d'un autre côté, comme ce téléphone avec 4 Go arrive parfaitement à tout faire fonctionner en multitâche, multifenêtre, etc., du 6 Go, finalement, on s'en rend compte, c'est plus un argument marketing qu'autre chose, du moins à l'heure actuelle, puisque rien ne peut mettre, je le répète, ce téléphone sur les genoux. En termes de processeur graphique, on est sur un Mali T880 MP12, ça marche très bien, ça marche très vite, et on s'en rend compte ici, l'image est très fluide, tout simplement parce que sur un test Epic Citadel, résolution à fond, mode ultra haute qualité, eh bien on est sur un téléphone qui permet d'avoir 59,4 images par seconde, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement rapide. Que ce soit en jeu, et que ce soit donc tout simplement en jeu, donc gros graphisme 3D sur les jeux, ou que ce soit pour de la lecture de films. Voilà, donc ça marche très bien, ça marche très très bien, c'est très beau, c'est très classe. Et ça, c'est grâce à ses performances. Mémoire de stockage. Quand on parle de performance, il y a bien un aspect qui intéresse aussi, c'est la mémoire de stockage. 32 Go, c'est ce qui est revendiqué par Samsung sur ce téléphone. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version 64 Go, mais qui là aussi n'est pas commercialisé en Europe. Comme quoi, en Europe, on a l'habitude d'être un peu sacrifié sur les versions plus des téléphones. Donc pour le coup, on est sur la version 32 Go. Quand vous allumez le téléphone pour la première fois, les 32 Go ont tendance à fondre et vous vous retrouvez avec 22,3 Go. 22,3 Go, je pense que vous en conviendrez avec moi, c'est largement suffisant. On a de quoi mettre des gros jeux, même plusieurs, et des grosses applications. Et si jamais vous avez besoin de mettre des films, notamment des MP3, vous avez la possibilité d'ajouter, comme je vous l'ai dit, une carte micro SD, format classique, donc la micro SD, sans limite de capacité, puisque ce téléphone accepte toutes les micro SD en termes de capacité, que ce soit de la 8, de la 16, de la 20, 20 ça n'existe pas, 32, 64, 128, 200, 256, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas au-dessus de 256, c'est pas réservé au grand public. Le grand public, c'est 256 et même plutôt 200. Et on retrouve des très bonnes cartes de 200 ou même 128 plutôt, qui sont à des prix très agressifs. Aujourd'hui, une carte micro SD de 128 Go, on arrive à la retrouver à moins de 35 euros. Un petit investissement, je trouve, qui est parfaitement adapté à ce genre de téléphone. De quoi vous mettre, par exemple, des DivX, des MP3 supplémentaires pour profiter à fond, justement, de l'effet cinéma que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc un téléphone très puissant, un téléphone extrêmement performant. En termes de connectivité, là aussi, on est sur du tout bon. Alors je vous l'ai dit, ce téléphone existe en version double SIM, simple SIM. Ici, en Europe, on n'a que la version simple SIM qui s'appelle, c'est sa référence, SM930F. La référence double SIM s'appelle SM930FD, D pour Duos, Dual SIM. Mais cette version, comme je vous l'ai dit, elle n'est disponible qu'en Asie. Dommage pour nous. Alors, ce téléphone est doté de tout. Clairement, je peux passer sur cet aspect assez rapidement, mais on est bien sur un téléphone qui est, forcément, vous en doutez, 2G, 3G, 3G HSPA+, donc la grosse 3G, la 3G+, et forcément, il est 4G, 4G LTE catégorie 9, donc de la grosse 4G, et pour la France, on a de la chance, on a toutes les fréquences qui vont bien, la B3, la B7, la B20, et alors pourquoi je dis qu'on a de la chance? Parce qu'on a aussi la B28 qui n'est pas encore utilisée, mais qui a été allouée à certains opérateurs.
Donc vous avez la fréquence B28 qui est déjà disponible dans ce téléphone. Donc de quoi voir le futur arriver avec beaucoup de décontraction à ce niveau-là. Le téléphone est bien sûr Wi-Fi, ABGNAC, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, aptX, etc. Il y a toutes les normes. On est aussi sur du AGPS, GLONASS, BDS, donc les trois réseaux satellitaires, américains, russes et chinois. Alors par contre, pour le coup, ce téléphone n'est pas doté de Galileo, qui est le réseau satellitaire GPS, donc de navigation européen, contrairement au S8 qui lui en est doté. Bah, c'est pas très grave, hein. Vous avez déjà près d'une soixantaine de satellites qui sont là pour vous, ça suffit. On est sur un téléphone qui est un micro USB, donc 2.0, particularité il est aussi OTG, vous pouvez mettre une clé USB, format micro USB pour rajouter justement de la mémoire, pouvoir par exemple lire vos films de cette manière-là. Ce téléphone est NFC, donc il peut potentiellement faire du paiement sans contact, et par contre, ce qui est assez étonnant, je n'ai pas trouvé de radio FM dans ce téléphone, et je n'ai pas trouvé non plus d'infrarouge. Ce sont deux aspects qui ont été sacrifiés sur le S7, est-ce que c'est vraiment très grave? À mon sens, pas du tout. Ce téléphone est aussi bien sûr doté de la batterie de capteur que l'on attend sur un téléphone ultra haut de gamme. Donc forcément, on a tout ce qu'il faut, on a de l'accéléromètre, du capteur de luminosité, de proximité, de la boussole, du gyroscope, hein, ce qui est assez appréciable pour la 3D notamment, pardon la 3D, mais enfin plutôt la réalité augmentée, la réalité virtuelle, sachant que vous le savez, ce téléphone S7 est compatible avec le casque VR de Samsung, mais plus largement avec tous les casques VR. Voilà, donc on a vraiment la batterie de capteurs, on s'en rend compte, on les voit ici. Le seul qui manque, c'est le capteur de température, que l'on a retrouvé sur d'autres modèles, d'autres marques. Mais il n'est pas présent ici, et ça n'est pas, à mon sens, très grave, puisque de toute façon, si vous voulez voir la météo, eh bien, vous avez des applications qui sont là pour ça. Bon, qui suppose par contre de se connecter à Internet, mais c'est pas très grave non plus. Aujourd'hui, on va partir du postulat que tout le monde arrive à avoir un forfait data sur ce genre de téléphone. Le téléphone est bien sûr doté d'un DAS. Le DAS, c'est quoi? Alors, c'est le débit d'absorption spécifique, vous le savez peut-être. Je me répète suffisamment souvent dans les vidéos de test de Top 4 Phone pour vous dire que c'est une norme qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone quand c'est en appel, par exemple, ou quand c'est en data. Alors, plus le score de DAS est élevé, plus le téléphone émet des ondes. Alors, on le sait, il y a un risque potentiel pour la santé publique. Bah, on le sait, oui, potentiel, mais on n'a jamais démontré qu'il y a de risque. Bon, moi je me permets quand même de vous l'indiquer. C'est un peu comme les testeurs automobiles qui vous indiquent le niveau de CO2 d'une bagnole. On sait que c'est dangereux, on sait que ça peut nuire à la santé, il y a un potentiel. Et bien moi je vous le dis, c'est pareil pour le DAS. Donc 0,406 watts par kilo pour ce téléphone, sachant que le maximum à ne pas dépasser en Europe c'est 2, sachant qu'aujourd'hui on retrouve des téléphones à 0,2, 0,3, y compris chez Samsung. Et bien 0,4 finalement on est dans la bonne norme, rien de très étonnant. Un téléphone qui est donc un bon élève finalement dans cette catégorie du score du DAS. Voilà, donc on est dans les bonnes normes. Un téléphone qui n'a pas de DAS, on va dire déraisonnable. Au contraire, loin de là. Alors au niveau du système d'exploitation, c'est sans doute l'un des points qui sont intéressants sur ce téléphone en 2017. Alors il a toujours été intéressant, mais avant il était en Android 6.0, Marshmallow. Très bien, c'était un bon OS, avec une surcouche, celle de Samsung, qui à l'époque s'appelait TouchWiz. Alors TouchWiz, au cours des années 2014, 2015, qui a été le pic, c'était une surcouche qui donnait plein de choses. Plein d'effets spéciaux, c'était même trop. C'était même sans doute la surcouche qui était la plus grosse, la plus gourmande et pas forcément la plus intuitive, puisque à force de rajouter des choses dans un téléphone en termes de surcouche, eh bien on perd de la qualité d'usage, on perd de la facilité. Eh bien, en 2015, fin 2015, début 2016, Samsung a compris que la surcouche, elle était peut-être un petit peu trop grosse et a commencé tout au long de l'année 2015-2016 à réduire, en tout cas le poids de la surcouche, certes d'un côté, mais à enlever des fonctionnalités, des effets spéciaux inutiles et à vous laisser la possibilité de les installer par vous-même. Ça, c'est un bon point. Eh bien, en 2017, c'est encore mieux, puisque la surcouche qui s'appelle désormais Grace UX est devenue encore plus légère, encore moins effets spéciaux, toujours aussi élégante et toujours aussi ergonomique. Alors finalement, c'est une surcouche dont on ne sort vraiment le poids qu'à partir du moment où vous installez des applications supplémentaires, celles de Samsung, puisque de base, finalement, il n'y a pas énormément de choses qui viennent vous montrer qu'on est sur une surcouche Samsung. Voilà, c'est fini cette époque des grosses surcouches. Alors qu'est-ce que l'on a? On va faire le petit tour du propriétaire. On a notamment Game Launcher qui permet, alors là aussi, je vous montrerai une petite incrustation probablement en bas à droite de cette vidéo, une petite session de jeu hein, pour vous montrer que ça tourne bien, etc. Mais peut-être pas maintenant, ou maintenant j'en sais rien, bon je mettrai l'incrustation quand il me plaira, mais voilà, Game Launcher permet de retrouver une sorte de sous-menu avec tous les jeux et de lancer le jeu. Et une fois que vous êtes dans le jeu, vous avez cette possibilité notamment de retrouver un panel d'options supplémentaires dont la possibilité de faire des captures d'écran, ce qui est très sympa, et la possibilité d'enregistrer votre session de jeu en 1080p, avec en plus
la possibilité de vous enregistrer vous-même avec la caméra frontale en train de jouer. Donc ça c'est top pour les gens qui veulent faire du stream, notamment de jeux vidéo mobiles. Vous obtenez une vidéo après qui peut durer, je crois d'ailleurs, jusqu'à 80 minutes. Donc de quoi faire des bonnes sessions de stream et puis de les uploader à votre tour sur YouTube, etc. Bon, ça c'est une manière justement, en tout cas, de faire des bonnes vidéos de let's play, on va dire, de jeux mobiles. Et ça c'est une fonction qui est une fonction de base présente sur ce téléphone. Une fonction qui, bon, même si vous ne l'utilisez pas, elle n'est pas très gourmande et elle ne vous embêtera pas. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On va faire le petit tour du propriétaire. Alors bien sûr, vous avez la surcouche, hein, il y a du design, il y a des icônes. Vous pouvez choisir le style d'icône, hein. Ça aussi c'est faisable. Donc vous pouvez soit les entourer, soit les laisser brutes de décoffrage, sans habillage, donc avec le fameux icône de base qui est proposé par l'application elle-même, dans une surcouche qui n'existe pas, donc dans un Android stock. Alors vous avez aussi d'autres choses, vous pouvez rentrer dans les paramètres du mobile, vous l'aurez remarqué, ça a été un petit peu modifié quand même, le design a été retravaillé, et là vous avez plein de choses. Vous pouvez modifier, alors hop, alors ça c'est le problème quand on réinitialise un téléphone, vous pouvez accéder à des thèmes, c'est cool. Voilà, donc vous pouvez accéder à des thèmes, personnaliser encore plus votre téléphone. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Gérer le filtre de lumière bleue. Alors, c'est pas forcément quelque chose de radicalement nouveau, ça, hein, ce filtre de lumière bleue. On l'a déjà retrouvé chez d'autres concurrents, mais c'est présent de base désormais. C'est aussi une notion apportée par Android 7.0. On retrouve aussi cette résolution d'écran. Alors, si jamais vous trouvez que votre téléphone consomme trop d'énergie, eh bien, désormais, la surcouche Grace UX vous permet de choisir de diminuer volontairement la résolution d'écran. Par exemple, vous vous dites qu'un écran de K ne vous apporte pas grand-chose, eh bien soit vous pouvez passer tout simplement en Full HD. Et si vous dites que finalement la Full HD consomme trop d'énergie, et c'est vrai par rapport à du HD Ready, du 720, eh bien vous pouvez tout simplement passer en 720. Donc voilà, encore une option sympathique qui vous permet de gérer votre téléphone comme vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité, donc comme je vous le disais, de gérer les icônes, mais là donc c'est plus du design qu'autre chose. La possibilité aussi de gérer le témoin lumineux, il y a bien une lettre de notification qui est aussi un témoin de charge. La possibilité de gérer la taille des icônes, la taille de la police, etc. Et vous avez même la possibilité de choisir le nombre d'icônes que vous voulez afficher sur la grille, c'est-à-dire est-ce que vous voulez arriver 4 icônes ou est-ce que vous voulez encore à 5 icônes, etc. Donc vous avez aussi cette possibilité-là. Ce sont des choses qui semblent être plus relevant du design, et c'est vrai, ce sont des choses qui peuvent aussi sembler relever du... Hop, j'ai baissé la luminosité, donc ça c'est mon petit fail de la vidéo, qui peuvent relever voilà, du design, mais qui relèvent aussi de l'ergonomie, et ça apporte ce petit confort supplémentaire. Alors cette surcouche, elle permet aussi de gérer d'autres aspects, elle permet de gérer notamment l'économie d'énergie, avec un mode économie d'énergie encore plus fin, plus précis, et vous avez aussi cette possibilité, comme je vais vous le montrer, ça c'est notamment la nouveauté Android 7.0, de faire eh bien, tout simplement du multi-fenêtre. Alors, on va faire du multi-fenêtre ici avec en haut, par exemple, du YouTube. Et en bas, on peut mettre par exemple une boîte email. Voilà. Donc dans ce sens-là, ça n'a pas forcément d'utilité, soit, ou alors à la rigueur, si vous êtes en train de taper un email, vous ne voulez pas lâcher votre vidéo, vous voulez continuer à regarder votre vidéo, bingo. Vous pouvez aussi faire ça avec l'application photo et mettre par exemple la galerie photo en haut et votre boîte email en bas pour pouvoir par exemple mieux gérer l'introduction de pièces jointes et choisir les photos que vous voulez envoyer. Donc c'est typiquement le genre d'usage que vous allez avoir avec ce mode multi-fenêtre. On parle bien de multi-fenêtre, pas de multitâche. Multitâche, c'est plusieurs applications, mais en tâche de fond. Là, on est bien en multi-fenêtre, deux applications en simultané, sachant que toutes les applications ne sont pas gérables en multitâche. Vous ne pouvez pas tout ouvrir de cette manière-là, mais bon, quand c'est pas possible, le téléphone vous le dit. Comme quoi, il n'y a pas de déception, c'est que le téléphone vous dit que c'est pas possible. Mais bon, voilà, globalement, mettre une galerie photo, même mettre une vidéo, une galerie photo, enfin, etc., vous pouvez imaginer quand même pas mal de combinaisons. Alors au niveau de l'usage, alors je vous l'ai dit, hein, forcément c'est un téléphone qui fait du jeu 3D, j'aurais probablement mis une annotation, si c'est pas déjà fait je la mettrai ici. Donc oui, c'est du téléphone qui est capable de faire du jeu 3D. Pas de problème, vous pouvez mettre les plus gros jeux 3D du moment, ce téléphone ne craquera pas. Vous avez bien sûr la possibilité de lire des MP3, des vidéos, des MMS, des SMS, vous pouvez tout faire. Finalement, vous pouvez tout faire, tout ce qui est faisable avec un smartphone, vous le ferez avec ce téléphone. Il y a quand même deux usages, vous le savez, sur lesquels on s'attarde désormais lorsque l'on parle donc d'usage d'un smartphone. C'est notamment sa qualité photo, la qualité photo accordée, octroyée par les capteurs, et c'est aussi l'autonomie. Alors en termes de qualité photo, alors il faut savoir qu'on est quand même sur une des références du marché, hein. Le Samsung Galaxy S7 a longtemps été considéré comme... Hop, alors je vais quand même arrêter le multi-fenêtre, hein, parce que là ici, pour le coup, ça devient plus problématique parce que j'ai vraiment envie de vous montrer. Ouais, c'est bon, je l'ai arrêté.
Donc, comme quoi, vous pouvez prendre une photo en même temps que vous faites autre chose, hein. C'est vraiment très agréable ce multifenêtre. L'application photo a été revue, elle a été optimisée. Vous avez bien sûr le mode HDR, vous avez une panoplie de modes de réglage. Vous pouvez choisir la qualité de la photo, vous pouvez choisir la qualité de la vidéo que vous allez prendre. Et ça m'amène à vous dire d'ailleurs que vous pouvez réaliser des vidéos Ultra HD, donc à la limite de la 4K, mais ce sont des vidéos, on va généraliser en disant que c'est des 4K. Vous avez aussi la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez comme qualité pour le capteur photo frontal, du 5 mégapixels pour la photo, ça c'est la qualité maximale, et aussi le mode, alors c'est du QHD, là aussi vous avez cette possibilité de faire du 2K, donc vraiment une grosse souplesse au niveau des paramètres du mobile. Et comme je vous l'ai dit, le Samsung Galaxy S7 est une des références du marché en termes de capteur photo. Alors c'est surtout vrai pour le capteur dorsal. Le capteur photo frontal offre des bonnes photos, selfie, certes. On peut pas dire le contraire, c'est vrai que les selfies qui sont pris avec sont sympas, puis vous avez des modes qui vous permettent de mieux améliorer votre grain de peau, etc. comme d'habitude. Alors ça, c'est déjà un premier point. Donc le capteur photo frontal, les selfies, c'est bon. D'ailleurs, parenthèse, comme vous le savez, sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone, dont je mettrai le lien en description probablement et en annotation de cette vidéo et en commentaire, donc vous verrez des échantillons photos publiés sur le site qui vous permettent de vous faire votre propre idée. Eh bien, le capteur photo frontal, le selfie, marche très bien. 5 mégapixels, rien à redire. Le dorsal, 12 mégapixels. Alors on peut se dire que 12 mégapixels de nos jours, c'est peu. Alors c'est vrai qu'il y a des constructeurs qui ont mis des 20 mégapixels, qui ont mis des doubles capteurs photo dorsaux. Ok, c'est vrai. Mais là, on est sur un capteur dorsal qui se débrouille très bien. Qui se débrouille très bien parce qu'il fait un autofocus qui est propre, qui est net, qui est efficace. Il gère même plutôt bien l'absence de luminosité. Alors, faut pas non plus lui demander n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des photos dans une pièce sombre, noire, quoi. Mais vous avez la possibilité quand même de vous en sortir, même en milieu peu lumineux. C'est vraiment, clairement, une vraie référence, que ce soit au niveau du capteur dorsal, efficace, rapide, voilà, qui fait le bon autofocus qui va bien, ou que ce soit pour le capteur photo frontal, qui là aussi, prend des bonnes photos. Alors même chose, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez des échantillons photos publiés sur le site de Top 4 Phone, ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais si vous êtes fan de photos et si vous avez envie d'un vrai photophone, ce téléphone fait partie, en tout cas, de cette liste que vous pouvez très très bien prendre en considération. La batterie. Alors la batterie est une batterie de 3000 mAh. Alors je sais qu'on aime toujours en avoir plus. Moi-même, je sais que j'aime bien quand les batteries sont de plus en plus grosses. Mais il y a des contraintes d'encombrement, il y a des contraintes de design, etc. 3000 mAh, pour moi, c'est un minimum désormais sur les téléphones de cette catégorie-là. À savoir doté d'un écran de 5 pouces, je trouve qu'en dessous, ça commence à devenir problématique. Alors la bonne particularité de ce téléphone, c'est que comme il est doté d'un écran Super AMOLED, comme il a un processeur qui est un processeur type Big Little, comme aussi il a un mode économie d'énergie, ce téléphone arrive assez facilement à atteindre les 2 jours avant la recharge, sachant qu'une heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 12 à 14% de batterie consommée. Donc on est clairement parmi les bons élèves. On est sur un téléphone qui est très à l'aise, parce qu'en plus il a un gros processeur, certes, mais il est capable de gérer justement le niveau de ressources que va donner le processeur, le niveau de consommation du processeur. Donc encore un bon point. Donc on est sur un téléphone qui s'en sort très bien en termes d'autonomie. Alors, ce téléphone qui s'en sort très bien en termes d'autonomie, finalement, c'est encore un bon point supplémentaire parmi toute une liste très large. Et alors, il est temps d'arriver pour moi, vous l'avez compris, à la conclusion de cette vidéo et de vous dire qu'est-ce que je pense du Samsung Galaxy S7. Alors, on revient sur cet aspect-là. Oui, ça fait longtemps qu'il est sorti, longtemps dans le sens où ça fait déjà un an. Un an pour un téléphone, ça commence à être quelque part un peu la moitié de sa carrière, globalement. Mais c'est un téléphone qui se débrouille très bien en tout et qui finalement n'a pas grand-chose de moins bon que le Samsung Galaxy S8. Alors oui, il est peut-être moins performant, oui, peut-être un peu moins élégant, mais ça dépend, puisque finalement c'est vrai que le S8 a cet écran très borderless, très fashion, qui justement donne un côté élégant encore plus sympathique. Mais ça reste quand même, selon moi, une des références du marché, y compris en 2017. C'est un téléphone qui est déjà tellement à l'aise en 2016, qui reste tellement à l'aise en 2017 que je ne peux que vous le recommander. Et il est encore plus intéressant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce qu'il est proposé à un prix très attractif. Moins de 450 €, on arrive à faire des très bonnes affaires avec ce téléphone. En plus, il y a des offres de remboursement par Samsung en ce moment. C'est clairement une excellente affaire. Donc, je le rappelle, vous avez le comparateur de prix en description, en commentaire, etc. Bon, voilà. Si vous voulez faire la bonne affaire, c'est clairement l'un des bons mobiles du moment. C'est un bon mobile. Alors, il y a vraiment peu de choses à critiquer sur ce téléphone. Il y a vraiment, j'ai du mal. J'ai du mal à trouver des critiques parce que au niveau de prix auquel il est aujourd'hui, face à la concurrence à laquelle il est opposé, y compris à son propre successeur qui pour le coup lui est devenu très cher. Je trouve que notamment le Samsung Galaxy S8 qui a beau être très classe,
très beau avec un écran encore plus grand, encore plus borderless, etc. Le Samsung Galaxy S8 qui sort à 809 euros, ça commence à faire mal. Celui-là déjà à 700 euros, je trouvais que c'était déjà pas mal. Bon, donc tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire que malgré la concurrence qui est acharnée, malgré l'arrivée des nouveaux modèles, eh bien je trouve qu'aujourd'hui, l'une des meilleures affaires sur les téléphones qui valent plus de 400 euros, donc sur les téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme, l'une des meilleures affaires aujourd'hui en ce moment, c'est bien le Samsung Galaxy S7. Maintenant, à vous de me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Réagissez, faites-moi plaisir. Dites-moi ce que vous pensez notamment eh bien, de ce test, qui certes est arrivé en retard, mais qui vous donne aujourd'hui le vrai sentiment un an après. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du test, mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du mobile, des gens désormais vendus à un prix très agressif. Et bien tout ça, ça se passe dans la zone de commentaires. Lâchez-vous. Faites-moi plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu. Hein, c'est juste là, c'est encore un bouton supplémentaire. Le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui m'encourage et qui nous encourage chez Top 4 Fun à faire plus de vidéos de test. Vous avez aussi ici un petit bouton abonné, là, vous abonner à notre chaîne. Oui, on est plus de 100 000 abonnés, vous en faites peut-être déjà partie, et si ce n'est pas le cas et que vous trouvez les vidéos de Top 4 Fun sympas, eh bien encore une fois de plus, c'est un petit bouton qui se trouve là. Et moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de test, d'autres vidéos de présentation, d'interview, etc. Et pourquoi pas la vidéo de test du S7 Edge? Pourquoi pas? Hein? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.